Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Nouveau format, maintenant vous le connaissez, vous avez peut-être suivi l'interview précédente de Dan Noël. C'est un nouveau format qui s'intitule Si j'étais agent immobilier, dans lequel j'interroge un expert de son domaine et qui a des compétences qui pourraient vous être utiles à vous, conseillers immobiliers qui nous écoutez. Et aujourd'hui, j'interroge un professionnel que j'ai rencontré sur la plateforme LinkedIn et qui est consultant en stratégie commerciale et en développement commercial pour entrepreneurs, avec une spécificité qui va vous intéresser au premier chef, qui est notamment la prospection commerciale. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu, puisqu'il s'appelle Mathieu, qui va se présenter. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. C'est un format maintenant, vous le savez, qui va durer une vingtaine de minutes, une demi-heure maximum, en essayant de vous donner un maximum de contenu. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bah écoute, déjà, merci Sébastien de m'accueillir dans ton nouveau format. Je suis vraiment très honoré. La thématique est super intéressante puisque, comme tu l'as dit, moi, elle me concerne au premier chef puisque mon métier est d'aider des indépendants et des entrepreneurs à mettre en place des stratégies commerciales à la fois efficaces et pérennes pour pouvoir vivre confortablement de son activité. Donc, du coup, je travaille évidemment beaucoup sur une réflexion autour de comment prospecter mieux plutôt que comment prospecter plus et surtout faire en sorte que ces stratégies puissent s'auto-alimenter dans le temps. Bon, sur cet aspect-là, tu prêches un convaincu, puisque moi, de mon côté aussi, en formation, j'insiste beaucoup sur ne pas se disperser dans 50 méthodes de prospection différentes, mais plutôt d'optimiser celles qui sont les plus rentables, et on va en parler. Et puisque tu accompagnes des entrepreneurs, je reprécise pour les conseillers immobiliers qui nous écoutent qu'ils sont des Ouais. chefs d'entreprise, chacun d'entre eux, et Oh oui. qu'il convient du coup effectivement de réfléchir d'un point de vue stratégique à comment est-ce que je peux emmener mon business à un niveau supérieur et mettre en place des stratégies, notamment de prospection, qui sont plus rentables. Donc, je suis ravi de t'accueillir du coup pour que tu puisses partager ton expérience notamment sur la partie prospection. Et du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pas de prospection et pas de résultats et de prospection rentable sans objectif clair. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur vraiment la définition d'objectif de prospection? Ouais, alors pour moi, toute bonne stratégie de prospection, surtout quand tu es seul et que bah, ta boîte, c'est la tienne, euh, n'a de sens que si elle est bien alignée euh, avec un cap et donc du coup des objectifs à tenir. C'est-à-dire que si tu n'as pas un moyen pour savoir si tu vas dans le bon sens, si tu vas assez vite, si tu utilises les bonnes techniques, si t'es pas trop à gauche, trop à droite, mais si tu es toujours bien aligné, si tu n'as pas un moyen de mesure, et ben du coup, c'est là où ton énergie, tu la disperses, ou ton temps, tu le perds, ou tes résultats, tu les atteins pas. Et c'est vraiment le premier travail à faire quand tu te mets en mode prospection, c'est de se dire, OK, quels sont les objectifs que je cherche à obtenir, que je cherche à atteindre. Alors, Donc, de ton point de vue, vraiment, la nécessité de mettre en place ces objectifs, c'est vraiment de fixer un cap clair et des métriques, j'imagine, hein, des chiffres pour suivre dans ouais. le temps si on est effectivement dans la bonne direction. On dit souvent que tout objectif flou se termine par une connerie précise. Euh, Ouais, c'est exactement ça. donc voilà, c'est vraiment cette nécessité de fixer des Ouais. objectifs pour avoir ce cap bien défini. Ouais, tout à fait. Et ce qui va faire qu'une prospection, alors ça va peut-être paraître trivial ce que je vais dire, mais ce qui va faire qu'une prospection est efficace, c'est le fait que tu sois en action. Or, pour te mettre en action, il faut que tu saches où aller et tu saches si tu as mis la bonne intensité et si tu as fait le bon mouvement et si tu as besoin de répéter ce mouvement ou pas. D'accord? Et pour ça, du coup, le fait encore une fois, ouais, de se fixer, de savoir se fixer les bons objectifs, c'est essentiel. Et il y a souvent un travers par lequel on passe en termes de prospection, c'est de se fixer des objectifs sur lesquels on n'a aucune maîtrise, aucun contrôle. Tu sais, de pouvoir se dire, bon, bah, ok, ce mois-ci, je fais 10 ventes. Ou ce mois-ci, je signe 5 contrats, tu vois, Ouais. 5 compromis.
Ouais. Non, c'est pas possible parce qu'en fait, tu n'as pas la maîtrise sur ça. Il y a beaucoup trop de facteurs sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Et donc, du coup, il faut mieux se fixer des objectifs par rapport aux actions que toi, tu peux faire, par rapport aux actions que tu peux mener personnellement, de façon à ce que tu saches si effectivement tu vas dans le bon sens. Ça, c'est vraiment une pépite. C'est très, très important pour les conseillers qui nous regardent. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus de mon côté aussi. C'est vous avez un entonnoir de vente quand vous êtes Ouais, conseiller c'est ça. immobilier. Ouais. Si vous voulez vous fixer des objectifs les plus clairs et les plus précis possibles, ça part de votre objectif de revenu. Hein. Voilà, quel est le revenu Ouais, c'est ça. que je veux me dégager en bout de ligne? Du coup, combien de ventes est-ce que je dois réaliser? Du coup, compte tenu de mon taux de transformation actuel, combien de mandats de vente je dois signer? Et compte tenu de mon taux de transformation, combien de mandats de vente je dois transformer, enfin, combien de rendez-vous vendeurs je dois Ouais, c'est ça. obtenir pour transformer en mandat de vente, et du coup, quelles sont les actions de prospection que je dois mettre en place pour obtenir, ce qui est l'étape 1 quand on est conseiller immobilier, c'est Ouais. obtenir des rendez-vous avec des prospects vendeurs. Mais si vous ne connaissez pas aujourd'hui, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, c'est de se dire, OK, compte tenu des revenus que je veux me donner et du taux de rémunération que j'ai dans le réseau dans lequel je travaille, combien en bout de ligne je dois obtenir de rendez-vous vendeurs chaque semaine pour vivre confortablement de mon activité. Et à partir de là, effectivement, les actions de prospection deviennent claires et évidentes parce qu'on C'est ça. ne regarde finalement qu'une seule métrique, c'est la première, c'est est-ce que j'ai eu suffisamment de rendez-vous vendeurs pour déclencher toutes les ventes que je dois déclencher dans la foulée. Et ça, c'est très, très, très important. Ouais, c'est capital. Et on a souvent, là, tu parlais justement de du bout de l'entonnoir, et on a tendance à se focaliser là-dessus. C'est ça? Et donc, du coup, euh, à la fois, on se décourage et on se disperse parce que on est beaucoup trop éloigné de cet objectif-là, tu vois. Et Avec une dimension qui est dans l'immobilier encore plus prégnante et plus difficile, c'est qu'on a un décalage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous obtenez l'accord d'un acheteur, vous avez un compromis qui met 3 mois à se signer chez le oui, notaire. c'est ça, ouais. Donc des revenus qui sont d'autant plus décalés. Donc si en plus on focalise sur bah, tiens, combien d'argent j'ai gagné ce mois-ci, on est en train d'analyser finalement notre activité de 3, 4, 5 mois auparavant. Et donc, on est Ouais, c'est totalement en ça. décalage sur est-ce que ce que je fais aujourd'hui au quotidien comme action de prospection est vraiment rentable parce qu'en face de ça, j'ai des revenus qui sont ceux de mon travail d'il y a 4 ou 5 mois. Donc, c'est d'autant plus important Ouais, de tout à regarder fait. la bonne métrique. Et du coup, Ouais. c'est le deuxième point que je voulais qu'on aborde. À partir du moment où je connais du coup ce besoin en termes de juste rendez-vous vendeur, est-ce que tu abordes une notion qui est importante, qui est de se focaliser sur les méthodes et les actions les plus rentables finalement. Ah bah, les plus rentables et les plus pertinentes. En fait, en termes de prospection, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a à la fois ton investissement, ton énergie et ton attention. L'investissement, c'est quoi? C'est euh, les ressources que tu vas mettre pour effectivement générer les rendez-vous. Les actions, c'est le fait que tu fasses une certaine typologie d'actions, de mouvements, d'opérations. Et l'intention, c'est est-ce que le message que tu diffuses au travers de ces actions est clair ou pas. En gros, ces trois facteurs, c'est ça qui fait la pertinence de tes actions de prospection. Or, si tu es seul, si tu es à ton compte, si tu n'as pas une armada de commerciaux qui peuvent justement démultiplier les opérations, qui peuvent démultiplier les investissements de ressources dans chacune de ces actions et qui peuvent démultiplier les intentions, si tu n'as pas ça, eh ben, tu peux pas faire, tu peux pas faire comme les grosses écuries. Et donc, du coup, il faut que tu réfléchisses différemment. Quand tu es indépendant, il faut que tu penses ta stratégie de prospection comme un canal dans lequel tu vas mobiliser le maximum de ce que tu peux faire. Et donc, il faut que tu sélectionnes le bon canal par rapport à ce que tu vises, mais aussi par rapport à toi, à ce sur quoi tu es, le plus bon, ce sur quoi tu es le plus efficace. Et je sais que toi, tu es partisan aussi de ça, de choisir les bonnes stratégies euh, en fonction de soi, de là où on est le plus efficace pour avoir le plus de résultats avec le moins d'efforts possible.
En fait, c'est des réflexions que je mène encore au quotidien et je viens de passer une partie de l'après-midi là-dessus. C'est de dire, voilà, si on devait positionner finalement sur une matrice les Mhm. différentes actions de prospection qui sont possibles aujourd'hui pour un conseiller immobilier. Donc, ça va de la prospection téléphonique, le boitage, du phoning dans le dur, ça peut être l'organisation d'événements, les réseaux sociaux, enfin, il y a plein de choses. Si Mhm. on devait les positionner sur cette matrice, on aurait en fait des actions qui sont d'un côté des actions simples à mettre en œuvre, d'autres qui sont plus complexes. Et Ouais. sur l'autre pan, on aurait des actions qui génèrent un grand volume de retour ou un faible volume de retour. Et ce qui Mhm. me pose souvent problème, c'est que souvent, on passe énormément de temps et d'énergie sur des actions qui sont à la fois compliquées à mettre en œuvre et qui génèrent peu de retours. Peu Et de en fait, retour. si on devait positionner différents profils de commerciaux en fonction de cette matrice, on aurait des gens qui investissent leur temps dans des actions qui sont simples, mais qui génèrent peu de retours. Donc ça, on va dire que ce sont des commerciaux rêveurs. On aurait des Ouais. gens qui investissent du temps dans des actions qui sont compliquées et qui génèrent très peu de retours. Donc ça, c'est les masochistes. On aurait des gens qui investissent leur temps dans des actions qui sont compliquées mais rentables. Là, du coup, c'est plutôt des staccanovistes. Et puis après, Ouais. on a des gens qui sont épanouis dans leur activité commerciale et dans leur activité professionnelle parce qu'ils investissent leur temps, eux, sur des actions qui sont à la fois simples et qui génèrent beaucoup de retours. Et je suis toujours étonné de voir que certaines méthodes de prospection aujourd'hui n'ont pas trop le vent en poupe, notamment auprès des agents immobiliers. Je pense notamment à la prospection téléphonique, c'est-à-dire tout simplement d'appeler Ouais. des prospects vendeurs qui aujourd'hui se sont mis sur le bon coin, par le PAP, etc. Parce que finalement, si on raisonne en degré de maturité du client, quand on s'adresse directement à un prospect vendeur qui a actuellement un projet à la vente, on s'adresse quand même à quelqu'un qui est déjà très avancé Ouais. dans son parcours. Donc, c'est quand même et c'est assez simple à mettre en place. Et là, on tient une méthode de prospection qui, si elle est bien faite, et là, c'est tout le problème, peut générer énormément de retours de manière très simple et on peut tout à fait s'épanouir dans Ouais. son activité commerciale dans ce cas-là. Et du coup, j'en viens au troisième point sur lequel je voulais t'interroger, que tu Mhm. abordes énormément dans ton blog. C'est le blog destinationclient.fr. On vous mettra le lien en descriptif de la vidéo, qui est la posture d'être dans une posture Ouais, c'est ça, ouais. d'offreur et pas dans une posture de demandeur. Et le problème des agents immobiliers Tellement. aujourd'hui, notamment dans le cadre de la prospection téléphonique, c'est de se positionner dans une démarche, c'est le cas de le dire, qui est du démarchage. Et là, effectivement, les Mhm. clients aujourd'hui en 2018, mais pas beaucoup plus dans les années précédentes, n'ont pas envie d'être Ouais. démarchés et d'être dans cette logique de démarchage. J'ai actuellement mon appartement à la vente sur Nice et j'ai été contacté par 60 agents immobiliers différents 60. Ok. en l'espace de 2 semaines avec 100% des gens qui étaient dans une simple logique de démarchage. Et aucun n'était dans Mhm. une logique, finalement, dans une posture d'offreur. Ça, je voulais t'interroger Ouais. là-dessus, parce que c'est une thématique que tu abordes beaucoup dans ton blog. Ouais, alors déjà, quelle est la différence entre une posture d'offreur et une posture de demandeur? La posture de demandeur, c'est, là, si on reprend ton client qui est mature, Hum. il est, il est en train de vendre son bien, comme toi. Oui. Euh, il a mis son annonce sur le bon coin. Euh, Toi, si tu es demandeur, en fait, tu vas l'appeler pour le supplier de bosser avec toi. Et en gros, c'est lui qui va t'aider. Être demandeur, c'est ça. Être offreur, c'est être dans une démarche différente. C'est tu vas l'appeler pour lui demander si ça se passe bien et s'il arrive à atteindre ses objectifs lui-même, seul. Ah non? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Quels sont les freins? Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? Est-ce qu'il lui manque des connaissances? Est-ce qu'il lui manque des ressources? Est-ce qu'il lui manque des compétences? Et qu'est-ce que ça veut dire pour lui de vendre cet appartement-là dans les 3 prochains mois? Est-ce que c'est Et là, du coup, tu le questionnes, tu t'intéresses à lui de façon derrière à ce que il te demande lui si tu peux l'aider. Et là, tu lui offres ta solution. Et c'est ça la différence entre être demandeur et offreur. En plus, quand on est dans cette posture d'offreur, assumée et qu'on sait qu'on a quelque chose à apporter aux gens qu'on sollicite, on est finalement, on a beaucoup moins de scrupules à les relancer. Et on a beaucoup moins de Ah oui, scrupules à ah oui. revenir vers eux parce que quand on est Ah, c'est vrai. dans cette logique en fait de conseil, de dire ben voilà, Mmh. moi j'ai des choses à offrir, ben, Mmh. c'est comme un bon pote qui est en train de faire une connerie. Hein. Eh Ah ben, mais complètement, on a complètement. un conseil à lui donner, on n'a pas peur de lui répéter plusieurs fois parce qu'on sait Mmh. qu'on peut lui apporter quelque chose. Effectivement, quand on est dans Ouais. une démarche de demande, c'est compliqué. Une fois que vous avez fait la démarche une fois,
de relancer 2 fois, 3 fois quand vous avez juste posé, fait vraiment du démarchage et qu'on n'a pas eu de retour. Quand on vous a dit non une fois, c'est difficile d'aller chercher une relance, 2 ou 3 relances. Alors que quand on est dans cette posture d'offreur, pas de problème. J'ai des choses à offrir. Ça vous convient aujourd'hui, ça vous convient pas, mais en tout cas, je sais que je peux vous apporter quelque chose. Je me permets de te couper parce que tu as dit le mot qui est essentiel, c'est le mot conseiller. C'est-à-dire tu sais, on dit souvent le client est roi. On dit souvent ça. Et ben moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est devenez le conseiller du roi. Et en fait, c'est la meilleure position parce qu'au final, tu vas regarder tu vas regarder avec ses yeux et à ses côtés l'ensemble des autres agents qui, lui, vont être ses sujets à genoux pour le supplier de sa bonne sentence. Donc, ce que je veux dire, c'est important ce que tu viens de dire, Mathieu, du coup, c'est qu'effectivement, j'insiste beaucoup auprès des conseillers pour qu'ils passent non plus d'une logique de face à face à une logique de côte à côte. Parce que du coup, quand on est dans cette logique de face à face, on est dans une logique objection, réponse à objection, etc. Et pas dans une logique, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider dans le cadre de votre projet. Et c'est important de faire cette pédagogie auprès du client dès les premières objections, d'expliquer, attendez, je suis pas là finalement contre vous, au contraire, je suis à côté de vous pour affronter les acheteurs qui vont venir se positionner, les offres d'achat qui ne manqueront pas d'arriver, les difficultés du marché, etc. Et pas dans une logique d'opposition dans laquelle souvent, c'est vrai, les particuliers veulent se mettre face à l'agent immobilier. C'est vraiment de sortir de cette logique-là. Et donc, ce sur quoi tu insistes, sur cette posture d'offreur, c'est aussi cette posture de conseil qui est très importante. Ouais. Et donc, du coup, tu vois, cette posture de conseil, elle se construit aussi au travers de ta stratégie de prospection. Ta stratégie de prospection, elle doit t'aider justement à te mettre plus facilement dans cette posture-là. Et c'est aussi là que aujourd'hui, Internet est une ressource très intéressante pour construire ce nouveau positionnement, puisque tu peux du coup plus facilement diffuser du contenu, puisque tu peux être en relation beaucoup plus simple avec les personnes, ton entourage, etc. Et donc, du coup, toute cette réflexion autour de ta prospection, elle doit aussi faciliter le moment de la vente où tu arrives déjà en situation où tu es, comme tu dis, côte à côte. C'est hyper important là, pour les gens qui nous écoutent, ce que tu viens de dire sur la notion de contenu. C'est une notion qu'on n'a pas suffisamment aujourd'hui dans les métiers de l'immobilier. Vous n'êtes pas là pour dire que vous êtes une agence implantée depuis 120 ans dans le quartier, que vous avez 20 conseillers là où les autres n'en ont que 2, que vous utilisez un drone, une visite virtuelle, etc. Parce que c'est pas là-dessus que vous allez faire la différence, mais c'est effectivement sur cet apport de contenu, sur cet apport de conseil. C'est de dire, qu'importe qui je suis, moi, en tant que conseiller immobilier, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que je peux vous offrir et quel est le contenu que je peux vous offrir pour faciliter votre parcours de vente. Donc, que ce soit sur des flyers, sur une communication sur les réseaux sociaux, ça s'applique vraiment dans toute la communication que vous allez avoir en tant que conseiller. C'est pas le mégaphone, quoi. Pas je suis le plus beau, je suis le plus fort. Non, c'est ça, Et voilà, quelles sont les compétences que je peux mettre à disposition de vous en tant que client, quoi. Ça, c'est important. Pour faire l'image, au lieu d'avoir le mégaphone et de crier à une foule, c'est tu murmures dans l'oreille des personnes. Donc, il vaut mieux que tu aies un outil pour parler bas, mais pour être bien entendu. Donc, l'agent immobilier qui murmure à l'oreille des vendeurs, ça me va bien. Et du coup, ça rejoint le quatrième point que je voulais aborder, qui est quelle est la proposition de valeur que j'apporte à mon client, à mon marché, en tant que conseiller immobilier, qui est une dimension qui est totalement sous-exploitée par les agents immobiliers. C'est comment est-ce qu'en 2 phrases, je peux expliquer à un vendeur ce que je vais lui apporter, les bénéfices de ce que je vais lui apporter, et comment est-ce que je me différencie des concurrents. Il y a autant d'agences immobilières que de boulangeries en France. Comment est-ce que finalement je fais la différence en 2 phrases auprès de mon client? Et je sais que tu abordes souvent la dimension de la proposition de valeur avec tes clients. Ouais. Donc du coup, en fait, la proposition de valeur, ça part vraiment du principe. Alors, juste pour revenir, parce que la définition de valeur, elle n'est pas forcément très claire. Donc la valeur, en fait, c'est ce qui va me rapporter plus que ça va me coûter. Okay. Donc si quelque chose a de la valeur quand son coût est largement inférieur à ce que ça va m'apporter et le coût
il est perçu de manière très personnelle, tu vois. Et ce que ça va m'apporter aussi est perçu de manière très personnelle. C'est la différence, tu vois, quand la valeur que tu vas accorder à une voiture, bah, ta valeur à toi, elle va être différente que ma valeur à moi. On ne va pas avoir du coup la même perception. La proposition de valeur, c'est justement de proposer une valeur à quelqu'un par rapport à ce qu'on peut lui apporter. Donc, ce qui est très important, c'est de se dire que tu vas pas pouvoir proposer la même valeur à tout le monde. Que si tu proposes ton service à Madame Michu ou à Jean-Pierre X, eh ben, les deux vont pas l'apercevoir de la même façon. Donc, ça veut dire que tu as une première réflexion, toi, à mener, déjà de base, par rapport à ce que je propose actuellement, par rapport aux clients avec lesquels je bosse le mieux, par rapport aux projets sur lesquels je suis le plus performant. Eh ben, qu'est-ce qui fait un peu tu sais, le lien entre tout ça? Est-ce que je peux réussir à définir une sorte de client idéal, tu vois? Et c'est par rapport à ce client idéal que je vais du coup construire une proposition de valeur en disant, bah voilà, à ce client-là, ce que je propose va leur apporter tel bénéfice de manière vraiment très forte. Et du coup, ce qui me différencie de mes concurrents, bah, c'est que ce bénéfice, je l'apporte de telle façon. D'accord. Et à partir du moment en fait, où tu mènes cette réflexion, chacun peut le faire. Tout le monde a sa propre proposition de valeur parce que tout le monde en fait, ne s'adresse pas aux mêmes personnes, contrairement à ce qu'on peut penser. Et je pense que toi, dans tes clients et tes élèves, tu dois avoir souvent un même problème qui est moi, je m'adresse à toutes les personnes qui vendent leur maison. Oui. Ah non, je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe en vrai. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif Ouais. de se dire je cherche pas à contenter tout le monde, mais que certaines personnes. Et ça aussi, c'est une dimension qui est très très importante. Donc, ce que Mathieu vient de dire, c'est important, il faut que vous le reteniez, c'est quelle est votre cible, quel est votre marché ou votre micro-marché, qui peut être un marché géographique, comme il peut être un marché en termes de j'attaque des biens haut de gamme, j'attaque des produits investisseurs, des raies de jardin, des terrains, la construction de maisons, enfin peu importe la niche sur laquelle vous décidez d'apporter, parce que c'est celle à laquelle vous apportez le plus de valeur. Déjà, c'est une dimension qui est très peu exploitée dans les métiers de l'immobilier, donc retenez bien ça. Essayez, tant que faire se peut, de vous adresser à un client idéal et à une cible très précise. Et donc, du coup, l'autre dimension que tu as apportée, c'était comment est-ce que je me différencie justement sur ce marché. Alors, du coup, je suis parti je suis parti du canevas que tu développes dans ton blog destination.fr et du coup, donc j'ai repris le canevas et pour une agence immobilière, ça pourrait tout à fait être pour les particuliers qui veulent vendre leur logement. Donc là, j'insiste sur le fait qu'il faut du coup préciser une cible plus précise que celle-là. L'agence X ou le conseiller Y propose un accompagnement pas à pas qui permet une vente au meilleur prix, dans le meilleur délai et en toute sérénité, qui sont les trois bénéfices généralement que le vendeur va chercher. C'est le meilleur prix dans les meilleurs délais et en toute tranquillité. Et contrairement aux autres agences immobilières, nous mettons le projet de vie de nos clients au cœur de notre stratégie. Facteur de différenciation comme une autre, où on a telle technologie, où on a telle approche, etc. Peu importe, mais en deux phrases, les clients doivent se dire « Ok, j'ai face à moi non seulement une personne qui va m'apporter un bénéfice, mais en plus qui visiblement est la plus à même de m'apporter un maximum de valeur parce qu'elle est très experte dans cette niche dans laquelle je me trouve. » Alors, tu as plusieurs trucs que je vais rajouter par rapport à cette proposition de valeur pour que vous puissiez bien la bosser chez vous. C'est premièrement de vraiment réfléchir votre proposition de valeur aussi par rapport à ce qui vous porte dans votre métier, ce qui vous paraît le plus important dans votre métier. Et ça, ça va pas être la façon que vous avez de voir votre métier va pas être la même que vos concurrents. Vous avez votre propre vision du métier, du travail bien fait. Tu vois. Pour toi, c'est effectivement le coût de la sérénité, tu vois, ça peut ne pas être forcément la proposition de valeur pour quelqu'un qui, je sais pas, moi, s'adresse à des investisseurs, par exemple, où il va plus parler de rentabilité, par exemple. Tout à fait. Le deuxième truc, c'est que, encore une fois, réfléchissez cette proposition de valeur par rapport à votre cible. Si les clients que vous accompagnez le mieux, ce sont des personnes, par exemple, âgées, et ben du coup,
vous allez décliner vos bénéfices en prenant en compte les mots qu'utilisent les personnes âgées pour parler d'immobilier. Et l'utilisation du bon vocabulaire, c'est essentiel, c'est fondamental. Et le troisième point, c'est que l'élément de différenciation, il se retrouve aussi dans la mission que vous êtes fixée par rapport à votre entreprise. Vous vous en êtes forcément fixé une. Celle peut-être de se dire que vous voulez aider un certain nombre de personnes, que vous voulez développer votre entreprise de telle façon, que vous voulez devenir… qu'est-ce que vous voulez devenir ou qu'est-ce que vous voulez apporter au monde. Ben ça va se reprendre dans votre facteur de différenciation. Et le deuxième point, c'est vos valeurs et comment vous portez cette mission sont aussi un vrai facteur de différenciation. Tu vois, la réactivité, l'écoute, peut-être la gentillesse, la bienveillance, l'accueil, l'expertise. Enfin, il peut y avoir tellement de choses qu'il faut que vous preniez vraiment le temps et le soin de réfléchir par rapport à ce qui fait que vous faites ce métier-là et qui fait que des personnes ont travaillé avec vous et pas avec un autre. Là, tu mets une pierre dans mon jardin magique. Hein. Les gens qui me suivent savent que j'accorde énormément d'importance à ça. Et je le dis et je le répète, c'est vous que vos clients achètent. Ouais. C'est pas l'enseigne que vous avez au-dessus de votre tête. C'est pas les services que vous proposez. C'est pas les caractéristiques de ce que vous faites. Je publie bientôt une vidéo, je crois, sur YouTube là-dessus. Les gens s'en foutent de vos services. Ce qui intéresse vos clients, c'est ce que vous êtes vous. Et tout ce que vient de dire Mathieu, c'est important que vous le couchiez noir sur blanc. Vos valeurs, votre mission, votre raison d'être de conseiller immobilier, pourquoi vous faites ça, l'impact que vous voulez avoir sur les gens et sur le monde, c'est des choses que vous devez coucher sur un papier et que vous devez retranscrire dans vos actions commerciales et vos actions de communication. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Si je dois résumer pour les 2-3 minutes qui nous restent, on s'est dit plusieurs choses. On s'est dit qu'il fallait se définir des objectifs clairs, qu'il fallait se focaliser sur les méthodes de prospection les plus rentables, qu'il fallait adopter une posture d'offreur et non de demandeur, clarifier sa proposition de valeur, on vient de passer un moment là-dessus. Et le dernier point finalement, pour enrober tout ça, c'est adopter une routine commerciale. Donc ça aussi, tu l'abordes beaucoup dans ton blog. C'est une fois que j'ai posé tout ça, il faut que je passe à l'action et que j'adopte une routine commerciale clairement définie. Ouais. Donc du coup, alors très rapidement, moi je définis en fait une triple routine commerciale. En fait, tu as une routine. En gros, l'idée c'est que tu puisses avoir quelque chose qui soit assez souple et agile, tout en restant régulier. Parce que le marché évolue, parce que tu as des opportunités qui peuvent se dessiner du jour au lendemain et que, pour rappel, vous êtes chef d'entreprise. Donc, du coup, demain, votre business, vous pouvez aussi le développer de façon un peu diverse. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Donc, du coup, il te faut une méthode qui te permette d'avoir du résultat de manière pérenne dans le temps, sans pour autant être dans un truc extrêmement rigide, tu vois. Donc, du coup, la triple routine, c'est quoi? C'est déjà… d'avoir des objectifs mensuels. Donc, une routine mensuelle, c'est un rendez-vous que tu te donnes avec toi-même dans le mois pour te fixer les objectifs du mois, les actions à faire et corriger ce qui ne s'est pas bien passé le mois précédent. Okay. Ensuite, tu la déclines du coup sur une routine hebdomadaire où pareil, c'est un rendez-vous en début et fin de semaine où là, tu fais le bilan de la semaine et début de semaine, tu regardes en gros quel est ton agenda et tu te réserves en fait des plages dédiées à des actions commerciales d'envergure, tu vois. Tu vas pas, par exemple, tu sais, quand tu reprends la matrice urgent, important, oui. Tu as des actions commerciales qui sont importantes, mais qui ne vont pas forcément être urgentes à l'instant T. Et bien celles-là, tu les bloques dans ta semaine. Okay. Tu bloques des plages dans ta semaine. Okay. Et en gros, en général, tes semaines, elles vont tout le temps un peu se ressembler. Le fait de faire du phoning, téléphoning, tu te réserves par exemple le mardi matin. Tu vois. Okay. Donc ça, c'est ta routine hebdomadaire. Et ensuite, tu as une routine quotidienne où là, ça va être 15-20 minutes de micro-actions qui vont te permettre d'engranger en fait des résultats dans la durée. Donc typiquement, de faire de la veille, d'aller checker le bon coin, de machin, de trucs. Et tu sais, c'est ce genre d'action que tu dois faire un peu tous les jours, mais qui, mis bout à bout,
fait qu'à la fin de l'année, tu auras regardé, je sais pas moi, 200 000 annonces du Bon Coin, tu vois. Ok. Et au lieu de les faire en un jour, tu les as fait en 360 jours. Donc, du coup, voilà, une fois que tu as tes objectifs qui sont fixés, une fois que tu as ta proposition de valeur, que tu as ta vision, que tu as ta cible, et du coup, l'idée, c'est de réussir à se construire en fait cette routine pour justement venir capter de la régularité et de construire ta prospection dans le temps. Alors, du coup, là, tu as fait un excellent résumé de tout ce qu'on s'est dit. Peut-être aller, je suis un peu gourmand. Un dernier point, du coup, sur cette routine commerciale, parce que c'est une problématique auquel beaucoup de commerciaux sont confrontés. Pour toi, quelles sont les qualités, j'allais dire, plus mentales pour tenir cette routine commerciale? Moi, je parle souvent de motivation, de persistance, de Ouais. résilience. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme qualité pour vraiment tenir intacte cette routine? Parce qu'on sait que c'est une routine qui génère des résultats sur du long terme, mais qu'il faut Ouais. tenir sur une dimension quasi quotidienne. Ouais. Alors, le premier truc déjà, c'est une première qualité, c'est de réfléchir, de réussir à réfléchir de manière stratégique. Et donc, du coup, une qualité personnelle, c'est de réussir à s'accorder du temps pour réfléchir, tu vois, et de réussir un moment à poser des choses sur le papier, à s'accorder ce temps-là. Vous êtes chef d'entreprise, vous n'êtes plus commerciaux. Avant, quand vous travailliez dans une boîte, c'était des gens qui faisaient ça pour vous. Maintenant, c'est à vous de le faire. Donc ça, c'est le premier point. Et le fait d'avoir cette réflexion stratégique, ça te permet derrière de rendre cohérente toutes les actions de ta routine. Donc ça donne un peu de sens, tu vois. Et un deuxième point, c'est la rigueur. Tu vois, de rentrer dans une certaine rigueur professionnelle, de se dire que euh, tu bosses pour toi et que tu t'attends à faire un certain boulot comme si tu étais ton patron, tu vois. Tu es ton propre patron. Donc, tu attends une certaine exigence vis-à-vis de toi-même. Donc, tu as une rigueur à tenir. Et le troisième point, c'est l'optimisme. Mmh. Tu vois, c'est le fait de se mettre toujours dans une posture mentale où tu te dis que les choses, les échecs sont pas généraux, que demain ce sera mieux, que allez, c'est pas de ton fait, il y a eu un contexte, il y a eu des choses qui vont pas marcher, que si tu fais quelque chose pas bien, c'est peut-être parce que tu n'étais pas fait pour cette chose-là, tu vois, pour cette action-là. Donc voilà, donc moi je te donnerais en parallèle des tiennes qui sont. J'allais pas les répéter, c'était trop dommage. Je voulais juste C'est en bien, donner trois, c'est bien, ça en fait trois 6. différentes. Ouais, voilà, ça en fait six comme ça, on est bien. Du coup, on va se quitter sur cette note Ouais. d'optimisme, du coup, qu'il convient d'avoir. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir participé à ce rendez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, que vous soyez d'ailleurs conseiller immobilier ou entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, je suis sûr que ça vous sera utile. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Sébastien Tedesco si vous voulez recevoir automatiquement tous les contenus vidéo que je peux donner. Je vous invite à suivre le blog de Mathieu, destinationclient.fr. Et puis moi, d'ici là, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao!